Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, après ce que vient de dire le général Paris, qui a fort bien décrit le paysage géopolitique de la région et comment s'inscrit cette guerre au Yémen, cette agression de l'Arabie Saoudite contre le Yémen dans ce paysage. Je vais essayer d'être assez court parce que ce serait bien qu'il y ait un dialogue important après. Et notamment, je pense que nous avons la chance d'avoir mon ami Jean-Pierre Braganti, que j'ai découvert ici en venant, qui connaît très bien le Yémen, qui doit y avoir vécu 4 ans, 5 ans, 4 ans, et qui était encore il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que si on pouvait entendre son avis, ses commentaires sur le sujet, ce serait intéressant. Alors, en déclenchant des frappes aériennes meurtrières dans la nuit du 25 au 26 mars dernier sur le Yémen, sans l'autorisation d'aucune organisation internationale, et même, selon toute vraisemblance, sans en référer à son grand allié outre-Atlantique, l'Arabie Saoudite a entamé une agression contre un pays membre de l'ONU qui n'a déclenché aucune dénonciation du viol du droit international dans le camp occidental. Seules la Russie et la Chine ont attiré l'attention du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur les dangers et les drames que ces frappes aériennes décidées unilatéralement provoquaient. Les États-Unis ont manifestement été mis devant le fait accompli, mais ils ont réagi très vite, car ils ont des vues stratégiques sur la région qui leur imposaient de rester à côté de leur allié saoudien. Même s'ils devaient faire contre mauvaise fortune bon cœur, parce qu'ils se seraient bien passés de cette initiative saoudienne, du moins c'est mon analyse. Au moment où ils sont en train de bouleverser les équilibres des forces au Proche-Orient, ça ne les arrange certainement pas que l'Arabie Saoudite se soit lancée dans cette attaque, je dirais presque suicidaire, parce que tous les experts militaires savent qu'ils n'ont aucune chance de gagner cette guerre, ou du moins d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Je voudrais citer d'ailleurs le général Lloyd Austin, qui est le chef du commandement central à Washington, qui, dès la fin mars, interrogé par des journalistes américains, reconnaissait qu'il ne connaissait ni les buts de guerre, ni les cibles à atteindre dans cette guerre. C'est-à-dire qu'il disait qu'il était complètement aveugle et qu'il ne savait pas ce qu'il devait faire dans ce conflit. Et simplement, il y avait une décision politique d'Obama et puis de la stratégie américaine de dire on ne lâche pas notre allié, en tout cas pas aujourd'hui, pas pour le moment, donc on les soutient. Alors le soutien, c'est limité à un soutien en renseignement, logistique aussi. Mais je le répète, je pense vraiment que les États-Unis se sont trouvés piégés par leur allié saoudien. La situation, avec la perspective du 30 juin prochain de la signature d'un accord entre les 5+1, mais en fait c'est entre les États-Unis et l'Iran, remettant l'Iran dans le concert des nations et le remettant à la place qu'il avait conservé en partie, mais qu'il devrait avoir pleinement depuis toujours, c'est-à-dire d'un pays important et pesant très lourd dans les équilibres au Proche-Orient. Cette perspective semble paniquer complètement l'Arabie Saoudite et un autre pays qui est pratiquement devenu son allié maintenant, Israël. On a vu M. Netanyahou venir à Washington en mars dernier pour dicter sa politique à l'Amérique, en fait. Et en tout cas disant qu'il fallait absolument empêcher cet accord. Il s'adressait là aux sénateurs
américain, et il a été applaudi debout par les sénateurs, disant qu'il fallait absolument empêcher cet accord avec les États-Unis, et puis tout un tas d'anecdotes disant de toute façon ce qu'un président fait, le suivant le défera, ainsi de suite. Mais dans son discours, le Premier ministre israélien à Washington a dit, d'ailleurs l'Iran, je passe sur toutes les menaces qu'il a ajoutées, la bombe et ainsi de suite, d'ailleurs l'Iran s'est déjà emparé de Bagdad, il s'est emparé de Damas, il s'est emparé de Beyrouth, et maintenant il est en train de s'emparer d'Aden, enfin de Sanaa. Donc vous voyez, déjà le Yémen, début mars, était dans la perspective d'Israël. Et l'Arabie saoudite reprend mot à mot ce discours, car elle se sent menacée par les chiites. Alors les chiites, ils menacent personne, ils veulent exister et avoir les droits qui leur sont dus en tant que population, en tant qu'État, donc les différents États, mais ils n'ont pas dit qu'ils voulaient détruire l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite le prend comme ça et elle rassemble autour d'elle ses alliés pour, soi-disant, briser un encerclement, puisque s'il n'y a pas de carte ici, mais vous savez que l'Arabie saoudite considère qu'au nord, il y a un arc chiite qui la menace. De l'autre côté du Golfe, qui s'appelle déjà Persique, bien que là-bas on l'appelle le Golfe arabique, mais de l'autre côté, il y a l'Iran. Et enfin, à son sud, il y a donc ce Yémen qui, d'après elle, la menace avec les Houthis. Houthis qui sont, je ne suis pas un islamologue distingué, mais j'ai quand même un peu étudié la question, ce sont des chiites zaïdites, et d'après ce que j'ai très bien compris après avoir discuté avec des spécialistes, sur le plan religieux, sur le plan spirituel, les zaïdites sont beaucoup plus proches des sunnites que des chiites. D'ailleurs, Jean-Pierre Braganti me disait dans une conversation privée tout à l'heure que quand il était au Yémen, il avait constaté qu'il y avait énormément une entente très excellente entre les sunnites et les zaïdites, et qu'il y avait des mariages entre les deux familles religieuses. Et donc, on accuse l'Iran de soutenir les Houthis. Il serait bien bête de ne pas soutenir. Les intérêts géostratégiques d'un pays sont de soutenir les forces qui sont plutôt de leur côté. Mais ce ne sont pas eux qui ont armé les Houthis, ce ne sont pas eux qui les ont provoqués, qui les ont poussés contre l'Arabie saoudite. Simplement, dans une conjoncture géopolitique, il est normal qu'ils prennent parti pour les gens qui sont plutôt de leur parti, de leurs idées, que ceux qui sont contre. Tous les experts stratégiques savent que les frappes qui détruisent l'infrastructure d'un pays pauvre, comme il a été dit, qui tuent des civils innocents, qui privent les populations des moyens élémentaires de vivre, notamment lorsqu'on bombarde des barrages qui servent à l'approvisionnement en eau potable, ne mèneront à rien et qu'elles ne font que faciliter la tâche d'Al-Qaïda qui avait été chassé de nombreuses positions par les rebelles. Al-Qaïda a repris des territoires qu'il avait perdus et il s'est notamment emparé d'un port important sur la côte de l'océan Indien, vers le nord, vers l'est, en direction du sultanat d'Oman. J'ai oublié le nom du... Boghal, voilà. Et donc, ces frappes servent la stratégie d'Al-Qaïda. Avec le soutien de ses amis du GCC, du Conseil de coopération du Golfe,
pour remettre au pouvoir son protégé. Je ne reviendrai pas sur ce que le président a dit tout à l'heure sur la légitimité du protégé qui s'est enfui d'abord à Sanaa, d'abord à Aden et maintenant en Arabie Saoudite. D'autant plus qu'on dit qu'il avait été élu démocratiquement, ce qui est totalement faux, parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Donc déjà, c'est difficile de dire qu'il a été élu démocratiquement quand il n'y a pas d'autres candidats. Bon, quoi qu'il en soit, on sait quelle est sa légitimité. Ces frappes ne peuvent mener à un changement de la situation au Yémen qui ramènerait au pouvoir le président Hadi. Seule une opération sur le terrain, c'est-à-dire une opération de forces débarquées, de forces d'infanterie, pourrait, avec des moyens importants, pourrait porter atteinte aux rebelles outils, qui ne sont pas les seulement outils d'ailleurs. Hein. Il y a l'armée le commandant de l'armée est le fils de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, et ces gens-là ne sont pas aussi. Donc, et ces gens-là savent faire la guerre. Ils l'ont prouvé depuis le début, et ils ont en outre des stratèges qui savent réfléchir, parce qu'ils ont engagé une série de bombardements des provinces sud de l'Arabie Saoudite qui prouvent qu'ils sont capables de dissimuler leur batterie et d'atteindre des objectifs dans le sud de l'Arabie. Donc le seul moyen pour la coalition du GCC, c'est d'envoyer des troupes à l'intérieur des frontières du Yémen s'ils veulent atteindre au moins une partie de leurs objectifs. Ceux-ci sont absolument incapables de le faire, car les seuls qui seraient à peu près capables de les aider sur le plan militaire, c'est l'Égypte, qui n'a pas du tout envie d'y aller. Je précise au passage que le sultanat d'Oman est très neutre dans cette situation, Oman ayant une frontière importante avec le Yémen. Donc, il n'y a pas d'espoir de gagner militairement. Alors, je pense que la décision prise brutalement par l'Arabie Saoudite, est-ce qu'ils n'ont pas consulté également les Israéliens avant de prendre cette décision? Je n'en sais rien, je vous preuve à cet égard, mais ce que je sais, c'est qu'il y a maintenant des relations permanentes entre les experts militaires et les services de renseignement d'Arabie Saoudite et d'Israël. Donc, il est possible qu'ils aient décidé d'un commun accord, Israël assurant qu'ils apporteraient à l'Arabie Saoudite un soutien logistique et matériel. Je n'ai aucune preuve à cet égard, mais je veux dire, dans le contexte, la conjoncture générale, ça me paraîtrait tout à fait plausible. Et ces frappes au sol, donc enfin ces interventions au sol étant absolument impossibles, il est donc certain qu'il n'y a pas de solution militaire à cette guerre. Alors, comme je vous l'ai dit, l'Arabie veut voir dans les Houthis des chiites d'Iran, ce qui est faux, mais elle reprend ainsi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le discours de Netanyahou à Washington pour caricaturer son action comme une défense des sunnites de la péninsule contre les ambitions iraniennes. Alors que ce conflit n'a en fait rien à voir avec une rivalité religieuse de chiites-sunnites. Les négociations engagées à Genève depuis peu ont aucune chance d'aboutir à un accord tant que l'Arabie restera sur sa position qui est pourtant intenable longtemps. Il faut savoir à cet égard aussi qu'il y a des dissensions importantes à l'intérieur de la famille régnante à Riyad, et donc on voit que le nouveau roi Salman et la nouvelle équipe qu'il a mise en place a eu dès le jour même du décès du roi
de la mise en place du nouveau roi, il a installé une nouvelle stratégie, beaucoup plus belliqueuse, beaucoup plus nette, et ne serait-ce qu'en mettant en place des hommes forts. Et ce sont ces gens-là qui, dès le début, ont pris les rênes de toutes les affaires et vraisemblablement qui ont imposé cette décision d'attaquer le Yémen. Je dois rappeler aussi que l'Arabie Saoudite avait donné une ligne de crédit de 3 milliards de dollars pour équiper en matériel de sécurité d'armement le Liban, avec du matériel français. Et dès que le nouveau roi est arrivé au pouvoir, ça a été bloqué. Il n'y avait rien eu de fait jusqu'alors, tout un tas de raisons qui étaient assez compliquées, mais là, ça a été, il commençait à y avoir un débouché, ça a été à nouveau arrêté, et l'équipe a dit, mais maintenant c'est moi qui dirige, et nous n'avons pas les mêmes idées, les mêmes vues que l'équipe précédente. Donc ils ont, dès le début, voulu marquer le changement de stratégie des nouveaux dirigeants saoudiens. Donc, les négociations n'ont aucune chance d'aboutir tant que cette équipe restera inflexible sur ses positions, et je pense que les rivalités internes à la famille royale ne vont que augmenter. L'Arabie Saoudite prend le risque de sortir humiliée de ce conflit, et étant donné la conjoncture générale avec la perspective du 30 juin et de l'après 30 juin, il est vraisemblable que l'Arabie Saoudite a forcé ses alliés à faire bloc autour d'elle. Elle les a certainement forcés alors que beaucoup d'États du Golfe commencent justement à s'éloigner de cette stratégie suicidaire. Et les rivalités internes, plus les révoltes dans différents pays comme à Bahreïn, mais aussi au Koweït, et puis à l'intérieur même de l'Arabie Saoudite, je pense que nous allons assister dans l'après-30 juin à des bouleversements géopolitiques importants au Proche-Orient, avec sans doute des gouvernements qui tomberont. Je vais m'arrêter là. Je vous rends la parole, cher Président, et j'espère que notre ami Praganti pourra dire quelques mots tout à l'heure. Merci bien, Monsieur le Colonel.